Et même le fait d'élever le général Assimi Goïta au rang du président de la République, c'est passé comme une lettre à la poste au Niger et au Burkina. Mais au Mali, il y a des voix discordantes. On dit que la future élection présidentielle sera un seul tour unique. Dans la constitution de la 4e République, bizarrement, il y a les deux tours. Comme tu as dit, il y a une partie des élites maliennes, y compris je fais partie, qui dit clairement qu'il y a un coup d'État. Pour d'autres, c'est une révolution. Il faut qu'on se comprenne. Hein. Moi, je suis dans mon rôle d'analyste. J'analyse en fonction des dynamiques politiques que j'observe dans mon pays. Bonsoir à tous. La relecture de la charte des partis politiques qui s'est tenue les 28 et 29 avril à Bamako a conclu à la dissolution des partis politiques et à l'octroi d'un mandat renouvelable de président de la République au général Assimi Goïta. Vers quoi se dirige désormais le Mali? Assimi Goïta est-il plus que jamais un tout-puissant? Pour en parler, je reçois Maître Bala Sissi, avocat barreau de Paris. Merci pour l'invitation. Bonsoir. Brahima Sidibé, doctorant en analyse du discours. Bonsoir Brahima. Bonsoir Caroline. Messieurs, les forces vives de la nation et les Maliens établis à l'extérieur, dont vous, Brahima, qui avez participé à ces consultations, ont tranché en faveur de la dissolution de tous les partis politiques et de l'élévation du général d'armée Assimi Goïta au rang de président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable. D'abord, comment vous avez accueilli cette nouvelle et quelle lecture faites-vous de ce moment politique que vit le Mali? Oui, je pense que, bon, dans la nouvelle ou l'actualité politique, est-ce que je suis surpris, est-ce que je suis étonné? La réponse est non. Donc je pense que tout acteur avisé ou tout citoyen engagé, tout est au courant de ça. Je pense que je ne suis pas là pour prédire l'avenir, je ne suis pas un magicien ni un marabout. Je pense que j'ai prédit tout ce qui se passe au Mali avant beaucoup des acteurs, qui soient politiques ou civils ou qui soient des analystes, parce que j'ai écrit 3 ouvrages sur le Mali, que j'ai dit clairement ce que je pense du Mali. Lorsque je parlais sur le durcissement des régimes, on le voit clairement quand même que la question sur la charte des partis politiques de sont claires en réalité. Il faut qu'on remonte, il faut qu'on fasse la chronologie de certaines choses au Mali. Je vais être très simple. En réalité, il y a les assises nationales de la refondation. Il y a les recommandations des assises nationales de la refondation qui ont été reprises sur les dialogues intermaliens qui on arrive à la concertation. Donc en réalité, si on regarde ça, je ne suis pas surpris parce que dans les dialogues intermaliens, les choses sont claires. Dans les assises nationales aussi, c'est la réduction du nombre de partis politiques, aussi de voir le financement des partis politiques. Mais quand même aujourd'hui, moi je pense que là où je vais terminer, il faut qu'on fasse très attention. Dans la concertation qui a eu lieu ces 2 jours-là, la question est de savoir est-ce que la dissolution, il faut qu'on fasse une différenciation de nature juridique et politique sur quelle est la signification de la dissolution, la signification aussi, la suspension et la différenciation aussi, qu'est-ce qu'on appelle l'abrogation de la loi relative à la charte des partis politiques. Mais là, concrètement, d'un point de vue juridique, on se retrouve dans quoi? D'un point de vue juridique, est-ce que le gouvernement de la transition a la légitimité d'abroger la loi relative aux partis politiques, le support juridique des partis politiques? La réponse est oui, parce qu'il ne faut pas oublier, je n'ai pas besoin d'être un docteur en droit ou être un avocat au barreau de Paris pour dire ça. Même mes étudiants en première année de droit savent qu'est-ce que signifie l'abrogation. L'abrogation, ce n'est rien d'autre que la suppression pour l'avenir. On le sait clairement juridiquement qu'en réalité, une loi, les parallèles des formes, une loi peut défaire une loi. Donc en réalité, on ne peut pas accuser du gouvernement de la transition ou les autorités de la transition qui n'ont pas la compétence et la légitimité d'abroger cette loi relative au statut des partis. Mais je termine en disant la chose suivante. Il faut faire très attention. C'est la future loi qui déterminera la nature du régime politique au Mali. Est-ce que nous serons dans le monopartisme des faits? Parce que juridiquement, c'est qui est paradoxe, il ne faut pas oublier quand même si on a congelé pour le moment la Constitution de la 4e République, dans son article 185 est clair. La forme républicaine du multipartisme ne peut pas faire l'objet d'une révision. Mais toutefois, l'article 39 de la nouvelle Constitution, tout comme l'article 28 de la Constitution de 92, les choses sont claires. Les partis politiques, les conditions et l'exercice sont déterminés par la loi. C'est-à-dire qu'en réalité, la future, là où je déplore aujourd'hui, pour terminer, il y a une partie de la classe politique malienne qui dit oui, bon, c'est bon, voilà, en réalité, ils n'ont pas été dissous, mais la dissolution, le gouvernement ne peut pas dire, parce que la dissolution, je reviens, la dissolution est une sanction administrative lorsqu'on ne remplit pas les conditions, ou lorsque un parti politique est attentatoire à l'article 39, la souveraineté ou l'intégrité. Donc en réalité, la dissolution collective ou individuelle, le gouvernement n'a pas ses pouvoirs. Mais la nouvelle loi
Il y a certains partis politiques qui vont s'auto-dissoudre. Je termine par dire, attention, là où les acteurs de la classe politique, où beaucoup des analystes n'ont pas vu, c'est le rapport de la section de la Cour des comptes de 2024 qui est clair. Il y a 59 partis politiques qui ont déclaré, qui ont déposé leur bilan. Sur les 39, il y a 19 qui n'ont pas été validés par la section de la Cour des comptes. C'est-à-dire qu'en réalité, si on revient sur les recommandations, les fameuses recommandations, 100 millions pour créer un parti politique, il n'y a que 2 partis politiques sur les 59 qui peuvent remplir ces conditions aujourd'hui. De facto, le Mali, on sait quand même que le multipartisme intégral, c'est la fin du multipartisme intégral. On se dirige vers un multipartisme. En tout cas, on reviendra encore dans le fond. Merci, Maître Ibrahim. Vous qui avez participé à ces consultations, est-ce que c'est une déception ou il fallait s'attendre à ça? Alors, je suis à moitié surpris, effectivement, parce que je participais, contrairement à Maître Bala, aux consultations ici au niveau du consulat. J'ai donné mon point de vue, tout comme beaucoup de Maliens qui résident ici en France, ce qu'on appelle effectivement les forces vives de la nation, même si on peut effectivement décortiquer ce terme dans lequel on peut mettre tout, en fait. Qu'est-ce qu'on appelle force vive de la nation? Mais par rapport aux recommandations, effectivement, je me reconnais dans certaines recommandations, notamment lorsqu'on affirme que pour créer un parti politique, il faut avoir des représentants un peu partout sur le territoire. Ça, c'est une recommandation que je portais moi-même personnellement. Et donc, ça figure dans les recommandations. Mais par contre, ce qui m'a surtout surpris, c'est ce qu'on appelait les recommandations spécifiques. Pourquoi spécifiques? Parce qu'en réalité, ce sont des recommandations qui ne faisaient même pas partie du terme de référence. Notamment lorsqu'on donne 5 ans de plus au général Assimi Goïta et de l'élever au rang de président de la République. Ce sont des actes qui ne faisaient pas partie des objets de discussion. Et donc, je suis un peu surpris de les voir ressurgir comme ça dans les recommandations finales. Donc, par rapport à cela, et aussi il y a des recommandations que je trouve un peu fantaisistes, notamment lorsqu'on affirme qu'il faut payer 100 millions pour créer un parti politique et 250 millions pour être candidat à une élection présidentielle. Eh bien, dans un pays où le revenu de population ne sont pas assez élevés et on se demande avec qui on va diriger, qui seront les futurs gouvernants. Est-ce que finalement on va simplement accorder le pouvoir d'État aux élites, en fait aux plus aisés, et ce qui serait ne serait-ce que c'est 1% de la population, quoi. Donc moi je pense que ça c'est peut-être très dangereux d'aller vers cela, parce que finalement, bon, lorsqu'on supprime le financement public par l'État et qu'on demande aux partis de s'autofinancer, on se demande d'où est-ce que ces financements vont provenir, pour quel but, et donc ils peuvent être financés de l'extérieur pour manipuler tout ça. Donc moi je crois que ça c'est effectivement des recommandations que, après ça reste des recommandations, ça ne veut pas dire que forcément elles seront toutes appliquées. Ça, c'est, voilà, moi je crois que pour l'instant, on suit le processus. Et d'ailleurs, pour revenir aussi aux partis politiques, parce que c'est ce qui fait beaucoup de bruit, parce qu'on voit qu'aujourd'hui au Mali, il y a ce qu'on appelle l'IPAC, l'initiative des partis politiques pour la charte, qui vend debout contre ces consultations-là. Mais effectivement, je rejoins Maître, on a comme l'impression que le gouvernement essaie de temporiser et essaie de suivre aussi une certaine norme juridique. C'est-à-dire que à l'heure où nous parlons, les partis ne sont pas dissous. Il y a un projet de loi, et c'est même justement qui va être soumis au CNT. Soumis au CNT. Mais regardez, on va aller plus loin. Le directeur général de l'administration du territoire, Abdou Salam, disait sur les antennes de l'ORTM que l'abrogation de cette loi ne met pas en cause l'existence de la formation des partis politiques. Bien sûr, mais j'avais dit clairement, même mes étudiants en première année, j'irais même mes étudiants en première année, sans faire la différenciation des natures entre dissolution et l'abrogation. L'abrogation, on abroge pour la suppression, pour l'avenir. Donc il n'est pas question ici de non, il n'y a pas. En réalité, le gouvernement n'a pas le pouvoir juridique pour dissoudre les partis politiques. On regarde sous l'empire de l'ancienne loi, la charte des partis politiques de 2005, ou le statut de l'opposition de 2015, le gouvernement n'a pas ses pouvoirs de dissolution. Mais le gouvernement a ses pouvoirs aujourd'hui de passer par l'abrogation à la dissolution automatique qui auront lieu. Parce que les conditions qui déterminent la nouvelle loi, il faut attendre, je suis d'accord avec Ibrahim, il faut attendre le contenu de la nouvelle loi pour discuter la nature des régimes politiques au Mali. Est-ce que c'est le monopartisme ou les partis uniques d'État qui aura lieu, on ne sait pas. Parce qu'en réalité, on aura un parti dominant. Moi, je pense qu'on aura 3 courants. Parce qu'en fait, ce que je pense beaucoup les acteurs politiques oublient, c'est qu'on a déjà eu la suspension des activités des partis politiques sous la Deuxième République. De 68 jusqu'à 79, sous Moussa Traoré.
Donc il ne faut pas qu'on oublie. Et que beaucoup pensent que le Mali est dans une jurisprudence, dans l'histoire politique du Mali. Si on remonte, on le voit. Justement, donc c'est quoi le but? On casse tout, on rase tout pour pouvoir mieux reconstruire après. Bon, vas-y. Je termine. En réalité, ce n'est pas ça. En réalité, comme dans les recommandations, on laissait clairement qu'avec la nouvelle loi, il y aura, ce n'est pas une dissolution. Le gouvernement n'a pas besoin de dissoudre parce qu'ils ont essayé de temporiser, ils ont essayé de jouer avec. Là, nous sommes, comme Brema l'a dit, c'est qu'on sait que les forces vives de la nation, les dialogues, tout ça, on peut fédérer, on essaie de fédérer. Mais en réalité, derrière, je pense que je permets de citer Alpha Omar Konaré qui disait des solutions politiques. Les problèmes politiques, il faut des solutions politiques. Là, aujourd'hui, ce n'est pas des solutions politiques seulement. On a les juridiques ici. Là, le gouvernement a essayé de légaliser. Aujourd'hui, le gouvernement est dans une voie légale. On ne peut pas le critiquer aujourd'hui. L'abrogation est possible, mais la dissolution aura lieu de facto. Tout parti politique qui n'est pas conforme dans le contenu de la nouvelle loi sera dissous de facto, parce que la dissolution est un acte administratif, d'une sanction administrative par le ministre de l'administration territoriale. Ça, c'est dit. Très bien. Et Brima, le projet de loi là, qui devrait être soumis très bientôt au Conseil national de la transition, qui est l'organe législatif, est-ce qu'il pourrait être amendé? Non, ça va passer comme une lettre à la poste. Non, je ne pense pas, parce que, bon, surtout quand on entend ces derniers jours les figures qui composent ces CNT, notamment, je pense à Mamadou Gassama, Fomba, tout ça, qui sont aujourd'hui un peu défenseurs des autorités de transition, tout ça. Je ne pense pas qu'il y aura des amendements. Je crois que ça va passer tel que c'est prévu par le projet de loi. Effectivement, je rejoins Maître sur ce point-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, les partis ne sont pas dissous, mais si les choses continuent comme telles, c'est-à-dire on va au projet de loi, voter au CNT, il y a une nouvelle loi qui va être votée, tout ça. Je pense qu'à l'issue de cette nouvelle loi, l'écrasante majorité des partis politiques ne seront plus dans la norme et vont vers une expression tacite, en fait. Et donc, je pense que c'est le scénario auquel on va assister. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un décret qui va sortir pour dissoudre les partis, mais c'est la mise en place de la loi, de la future loi qui va encadrer le fonctionnement des partis politiques, qui fera en sorte que beaucoup de partis vont automatiquement disparaître, quoi, parce qu'ils ne seront pas conformes aux dispositions qui seront prises. Comme le cas de la Guinée. Le gouvernement de la transition de la Guinée avait fait la même chose en disant, en rappelant des partis politiques de se conformer. Donc c'est le même cas qui aura lieu au Mali. Voilà. C'est pas aussi là aussi l'expression d'une classe politique malienne totalement disparate? Non, mais en fait, moi je pense qu'aujourd'hui, qu'il faut faire le procès contre la démocratie malienne ou le doute sur la démocratie ou le multipartisme. Aujourd'hui, il y a un acteur politique de la transition qui a contribué le climat, Choguel Kokala Maïga, parce qu'à l'époque, j'avais écrit beaucoup sur Choguel, personne ne pensait. J'avais alerté que Choguel était un clivant. Ils ont utilisé les Choguel comme un marche-pied, le gouvernement de la transition a utilisé Choguel comme un marche-pied pour diviser la classe politique aujourd'hui. Mais je ne crois pas à l'union de partis politiques aujourd'hui pour faire face au gouvernement de la transition. En réalité, aujourd'hui au Mali, moi je pense que la nouvelle loi déterminera l'orientation idéologique du Mali. Est-ce que nous serons dans l'époque de Senghor du Sénégal, 3 grands courants politiques? Moi je pense que j'ai prédit aujourd'hui, ici, on aura 3 grands courants politiques au Mali. D'une part, on aura les souverainistes nationalistes, qui seront les militaires politisés et leurs alliés, qui sera le parti dominant, qui n'est rien d'autre qu'un parti, même multipartisme limité en droit, mais dans la pratique, nous avons monocratie, nous avons la plutocratie qui est de l'argent, le gouvernement de l'argent. Mais on aura deuxième courant politique qui est les sociodémocrates ou les libéraux, qui aura inclus les Moussa Mara, les consorts, voilà. On aura qui sera le parti minoritaire, parce qu'on aura les partis minoritaires, et il y aura le dernier courant politique qui n'est rien d'autre que, si vous voulez, les nostalgies de la démocratie occidentale, peut-être, ça seront les élites qui sont la nostalgie. Bon, en gros, en réalité, nous sommes dans une tripartition de l'idéologie politique du Mali qui, aujourd'hui, en réalité, toute personne qui n'est pas avec l'idéologie nationaliste souverainiste ne pourra plus gouverner le Mali. Je pense que le Mali est à la recherche. Moi, j'avais écrit à l'époque, existe-t-il un bon système politique après les 5 coups d'État et la rébellion au Mali? Est-ce qu'il y a un bon gouvernement? Je pense que le Mali a trouvé son bon gouvernement aujourd'hui, c'est de quitter la démocratie électorale à une autre chose qui est la plutocratie, ou voire même la démocratie sécuritaire que j'ai développée dans mes ouvrages, dans mes 3 ouvrages, qui tout le monde a accès au Mali. Je ne crois pas l'idée que la classe politique, la lâcheté de la classe politique, il faut reconnaître aujourd'hui la classe politique, je pense qu'ils ont perdu, parce qu'à l'époque j'avais alerté de dire que le silence, la classe politique a essayé de dire, donnons du temps, le quinquennat de la transition a terminé, il y aura le deuxième quinquennat qui est en train de donner à Assimi Goïta, qui vraiment a dit que les recommandations spécifiques et qui a une possibilité de renouvellement, tout comme Tiani au Niger, tout comme Ibrahim. C'est-à-dire qu'en réalité, nous sommes partis. Là, je terminerai Ibrahim pour dire qu'en réalité,
Il faut qu'on soit très attention sur ça. La 4e République, il faut pas, dans les recommandations, il y a quelque chose qu'on n'a pas à retoucher, en fait. On dit que la future élection présidentielle sera un seul tour unique. Or, dans la constitution de la 4e République, bizarrement, il y a les 2 tours. La constitution de 92 aussi, il y a les 2 tours. La charte, c'est la charte qui va réviser. La charte sera révisée aussi. Il y aura un projet de loi qui va réviser la charte pour donner l'élévation. On va nommer, comme le cas de Moussa Traoré à l'époque, le général Assimi Goïta sera nommé président de la République. Or, en réalité, ce type de président de la République qui est renouvelable, nous sommes toujours sous la transition, qui n'est pas un régime de transition classique. Nous serons dans un régime d'exception. Messieurs, donc, 1, peut-on encore parler de régime de transition? 2, est-ce que ces mesures-là passent dans l'opinion malienne? Vous qui avez des contacts encore. Oui, alors, moi je reviens déjà par rapport aux partis politiques. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ce qu'a dit Maître, parce que surtout quand on voit un peu depuis quelques semaines, on voit que les partis politiques essaient de se mettre ensemble. Non, moi je ne pense pas qu'il y ait une division au sein de la classe politique. Et d'ailleurs, quand vous voyez aujourd'hui le RPM, qui était le parti qui était au pouvoir lorsqu'il y a eu le coup d'État contre IBK, s'est joint aujourd'hui à l'initiative des partis politiques pour la charte. Et ça, quand on sait très bien, quand on voit, non, bon, peser, ça c'est autre chose, mais on parle de l'unité de la classe politique. Mais ils n'ont pas le choix. Ça, on voit quand même que, d'ailleurs, normalement, ce samedi, il y a une manifestation qui est prévue par le parti politique face à cette situation-là. Mais ce qui complique le combat des partis politiques, effectivement, il y a un certain discrédit au sein de l'opinion publique qui fait qu'ils peinent à exister face aux autorités de transition. Donc je pense qu'à ce niveau-là, ils auront peut-être du mal, mais sur le plan purement politique par rapport à l'unité, on voit que toutes les grandes formations politiques essayent de se mettre ensemble. Maintenant, il y a aussi aujourd'hui un certain courant, peut-être intellectuel, qui est en train d'émerger et qui n'est pas forcément d'accord avec la nouvelle ligne politique qui est en train d'être adoptée, en fait. Le fait de mettre de côté tous les principes qu'on a connus ces 30 dernières années, le multipartisme, les acquis démocratiques, pour dire de façon globale. Et peut-être aussi que ces courants politiques, intellectuel qui est en train d'émerger pourrait rejoindre les courants politiques, tout ça, pourquoi ne pas en faire un seul combat, quoi. Maintenant, tout va dépendre aussi jusqu'où les autorités vont aller, parce que, comme je l'ai dit, pour l'instant, on est au stade de recommandations. Il va dépendre de quel sera le contenu réel de la nouvelle charte. Vous pensez qu'ils vont essayer de faire, ils vont reculer sous la pression de... Non, je ne dis pas qu'ils vont sous la pression, mais je pense qu'ils vont essayer peut-être d'aménager un peu, c'est-à-dire que, de ménager, pardon, un peu, parce que quand tout le monde pensait que à l'issue du Conseil des ministres du mercredi dernier, on allait dissoudre les partis et tout ça, mais ça n'a pas été le cas. Donc ils essaient de temporiser. C'est peut-être aussi, je pense que le temps va jouer contre la mobilisation des partis politiques aussi. Donc, parce que le temps joue en la faveur des autorités de transition. Et donc plus ça va durer, plus ça va peut-être permettre aux autorités de sortir un peu de l'impasse. Maintenant, quand vous avez posé la question pour comparer le régime de transition au Mali, au Burkina, au Niger, effectivement, moi j'avais dit ici sur le plateau et je le maintiens. D'ailleurs, ça se voit. Est-ce que vous avez vu une telle mobilisation de la classe politique au Niger, au Burkina? Non. Parce qu'au Mali, on a une certaine pratique démocratique qui est plus ancienne que dans les 2 autres pays. Il y a des voix qui s'élèvent plus que dans les 2 autres pays. Et l'aspect fondamental... Mais oui, l'aspect fondamental aussi qu'on n'a pas souligné, c'est que dans les 2 autres pays de l'AES, les constitutions sont suspendues, ce qui n'est pas le cas au Mali. Et donc, qui complique la tâche au niveau juridique aux autorités de transition. Et même le fait d'élever le général Assimi Goïta au rang du président de la République, c'est passé comme une lettre à la poste au Niger, au Burkina. Mais au Mali, il y a des voix discordantes. Parce que j'ai l'impression que ça, c'est aussi peut-être le Niger et le Burkina ont bénéficié ils se sont inspirés peut-être des erreurs du Mali. Et pour anticiper, parce que le Mali a été le premier au front, tout ça, pendant que nous on bataillait avec la CEDEAO, tout ça. Bon, maintenant, le Burkina et le Niger n'ont pas connu cette époque-là. Et donc, ça les a permis peut-être d'aller un peu plus vite. Mais moi, je maintiens qu'au Mali, on a une certaine classe politique qui est beaucoup plus vivace que c'est le cas au Burkina. En fait, moi, je pense que vraiment, le débat n'est pas de faire la comparaison. Le débat dans ces 3 pays, il y a une différenciation des natures sur le fond et de la géopolitique dans ces 3 pays. Le Burkina Faso, comme tu as si bien dit, on a assumé le coup d'État au Burkina Faso. Il y a un coup d'État au Burkina Faso d'Animba contre le régime de Rock. Il y a un coup d'État. Le Mali n'a jamais assumé un coup d'État, en fait. Le problème est qu'il n'a jamais assumé un coup d'État. Comme tu as dit, il y a une partie des élites maliennes, y compris je fais partie, qui dit clairement qu'il y a un coup d'État. Pour d'autres, c'est une révolution. Comme Choguel Kokala Maïga qui parle qu'il n'y a pas un coup d'État. Je pense qu'aujourd'hui, Choguel, dans son salon, à Bamako, doit comprendre qu'il y a un coup d'État, en fait. J'y reviens sur ça. En fait,
En réalité, le Burkina Faso, il y a la suspension des activités des partis politiques. Les partis politiques ne sont pas dissous au Burkina Faso, ni aussi, il n'y a pas l'abrogation sur la loi qui régit les fonctionnements des partis politiques au Burkina Faso. C'est les activités qui sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Au Niger... Pas de la Constitution. Non, je vais revenir. Non, je dis qu'au Burkina Faso, la Constitution est suspendue, ça, je le sais, au cas du Burkina Faso. Ça, c'est la loi fondamentale. Mais depuis le 2 juillet 2024, Ibrahim Traoré est président du Faso, il n'est pas le président de la transition. On va revenir sur le cas du Niger. Je suis d'accord avec les gens corrigés. J'avais parlé qu'il y avait l'inspiration du mimétisme dans ces trois pays, on le sait. Je suis d'accord avec toi sur qu'on corrige les erreurs. Mais si on revient les cas du Niger, en réalité, le cas du Niger était quoi? Le cas du Niger est parti. Le Niger a corrigé les erreurs du Mali et du Burkina Faso. C'est lui qui a raison que lui, qu'est-ce qu'il en a fait au début? Jusqu'à maintenant, tu sais quand même qu'il n'y a pas les organes de la transition au Niger ne sont pas mis en place. Faites attention. Jusqu'à maintenant, le Conseil national de la transition, les organes, à part hormis le gouvernement, avec la présidence, le Niger, la transition n'a pas commencé. Ils ont fait 18 mois qui étaient appelés pré-transition, je prends ton terme. Oui. Mais en réalité, c'est là où je serais d'accord. Mais est-ce que le 2, je t'avais dit à l'époque, l'élection n'aura pas lieu, mais lorsque Ibrahim Traoré se donne tout d'abord 5 ans, et que Tchani se donne 5 ans, et renouvelable, y compris dans tout ce... Aujourd'hui, nous sommes dans une forme juridique d'un mandat, un autre quinquennat qui est donné à ces 3 présidents, de facto, ces 3 présidents sont les présidents aujourd'hui, qui la classe politique aujourd'hui doit assumer parce qu'ils ont joué avec le temps. Quand je suis d'accord, le maître du temps aujourd'hui, c'est le gouvernement de transition dans cette... 2 questions pour terminer. Du coup, il faudrait oublier cette idée d'élection présidentielle. Mais bien sûr. De l'AES et tout. Et le dernier, est-ce que désormais Assimi Goïta est désormais tout puissant avec cette dissolution attendue des partis politiques? Alors, par rapport à la question d'élection, puisque je vois que Maître me cible là-dessus, effectivement, il faut qu'on se comprenne. Hein. Moi, je suis dans mon rôle d'analyste. J'analyse en fonction des dynamiques politiques que j'observe dans mon pays et j'estime effectivement qu'il est temps de sortir de la transition. Et je le dis à plusieurs reprises, quand je dis aller aux élections, je ne suis pas naïf. Ce n'est pas pour dire qu'on va assister au retour des civils au pouvoir. Mais je dis simplement qu'on aurait pu prendre l'exemple sur le Tchad et tout récemment au Gabon. Parce que regardez, dans ce pays aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Il continue. Le président Oligui, il a 7 ans devant lui. Il n'y a plus de débat. Donc je pense que c'est dans l'intérêt même des autorités de sortir de cette situation de transition, pas de transition, etc. Maintenant, c'est mon analyse, je peux me tromper, je ne suis pas dans les arcanes du pouvoir. Effectivement, si on s'en tient aux derniers événements, on peut effectivement dire que l'organisation d'une élection en cette année 2025 est peut-être hypothétique. Ça, c'est peut-être une réalité qu'on observe aujourd'hui, mais je dis simplement aussi que par rapport au fait que l'harmonisation des agendas politiques dans l'espace AIS, effectivement, c'est ce à quoi on se dirige, mais le Mali étant la locomotive de l'AIS, en organisant les élections, rien n'empêcherait les 2 autres pays à emboîter le pas. Je pense que je ne suis pas surpris de la prolongation parce que j'ai écrit 6 articles à la une de la presse. J'ai dit l'élection présidentielle, un mirage qui s'éloigne. Un mirage qui s'éloigne. J'ai écrit le mirage de la 4e République qui a accès aux Maliens. J'ai toujours dit sur ces plateaux aussi qu'il n'y aura pas des élections en 2025. Je pense que le temps est le meilleur juge sans être dans l'éventarisme, sans être un magicien. J'ai déjà prédit ça. En réalité, moi, je pense que là où je suis d'accord avec toi, il faut sortir, comme tu as dit. J'avais dit dans l'intérêt même d'eux, il y a l'épuisement du pouvoir. Il faut sortir. Mais le gouvernement de la transition a déjà compris quelque chose. Nous ne sommes pas dans une transition, en fait. Comme Ibrahim Traoré disait au Burkina Faso, ce n'est pas la démocratie, c'est la révolution progressiste. Aujourd'hui, au Mali, nous sommes dans un autre régime qui n'est pas... Moi, j'ai parlé dans le mirage de la 4e République, j'ai dit clairement, ou le durcissement qui était axé à Ibrahim, j'ai dit clairement, nous sommes dans un régime militaire à caractère permanent. J'ai dit clairement, d'aller aux élections, notre dernière émission avec Ibrahim, j'avais dit clairement, l'étiquette démocratique des élections ne suffit plus, ne garantit plus à un président, à un mandat d'aller au bout des 5 ans. Et je pense aujourd'hui, là où peut-être je vais surprendre tout le monde aujourd'hui, les 5 ans, Tchani peut faire 5 ans à la tête du Niger, qu'il n'y aura pas de coup d'État. Il y a une possibilité lorsque les militaires sont d'accord avec elle. C'est-à-dire que l'oligarchie militaire, ou l'autocratie, la plutocratie aussi, la monocratie qui vont... Donc en réalité, le forme de gouvernement qui sont installés au Niger, il y a une probabilité que Tchani peut faire 5 ans à la tête et renouveler à 10 ans même qu'il n'y aura pas de coup d'État, parce qu'il ne faut pas oublier Sénou Kounché du Niger, avec 13 ans à la tête du Niger sans coup d'État. Mais je pense aussi... Je pense que le Mali est à la recherche. Je pense qu'aujourd'hui, bravo le peuple malien, parce qu'aujourd'hui, nous avons trouvé les systèmes politiques adaptés que j'avais écrit à l'époque et que j'avais dit aussi. Donc, qui t'a dit que... Ces recommandations-là vous conviennent à votre... Non, c'est pas une question que... Non, si. Ça me convient dès lors qu'il y a l'intérêt. Parce que pour moi, je ne suis pas des démocrates comme les autres démocrates. Dans la démocratie, lorsque comme Ibrahim a utilisé ces termes, les forces vives de la nation se consacrent fédérateurs. En réalité,
En réalité, le peuple est souverain, il peut remplacer la République par un autre régime. Aujourd'hui, les Maliens, ils ont décidé dans leur grande majorité, qui sont partis aux concertations, de remplacer la démocratie électorale par une démocratie sans élection. Le Mali est à la... C'est un régime, peut-être, le Mali est-il bon parti pour un régime de monocratie ou un régime sans élection? Je pense, de mon point de vue aujourd'hui, dans l'ironisme, je dis clairement dans l'ironisme, je pense que le Mali, on n'a pas besoin des élections. Je paraphraserai Idriss Déby Itno, je pense que les généraux aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de donner le Malien la démocratie, mais on a besoin de la sécurité, on a besoin... Pourtant, il y a un terme qu'ils ont utilisé dans les recommandations, à la pacification. Ils ont suspendu toute forme relative aux élections. C'est baromètre. À partir de quand, à partir de quand on aura la pacification? Moi, je pense qu'en réalité, le bon vouloir d'un pour te dire qu'on partira aux élections lorsque le prince du jour voudra qu'on va partir aux élections. Oui, alors effectivement, les termes de pacification, c'est ce que j'appelais tantôt quand on parle de langue de coton, tout ça. En fait, c'est une expression contre laquelle on ne peut pas s'ériger. C'est-à-dire, personne ne va dire qu'il est contre la pacification du pays. Mais maintenant, le problème, c'est qu'à partir de où on peut mettre les curseurs. Et surtout, ce n'est pas quelque chose qu'on décrète. On ne peut pas dire que, bon, au mois de juin, on aura la pacification du pays. Ou je ne sais pas. Donc, effectivement, cela dépend donc voilà, cela dépend du bon vouloir des autorités et tout ça. Maintenant, pour terminer, on va observer les dynamiques qui sont en cours. On va voir quel sera le contenu de la future charte qui va encadrer le fonctionnement du parti politique. On va voir est-ce que toutes les recommandations seront prises en compte ou pas. Je pense que c'est à partir de cela qu'on peut peut-être se projeter davantage. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir débattu sur ce sujet qui fait l'actualité au Mali. Bonne suite de programme sur les antennes de Global Africa Télévision. Et merci à Moustapha Kanté à la réalisation.